Ok, donc je vais vous parler des mécanismes et des différents symptômes rencontrés au cours des vasculites des gros vaisseaux, en insistant un peu plus sur la maladie de Horton. Et puis, comme me l'a demandé le professeur Lavigne, j'ai rajouté un petit mot sur le diagnostic et le suivi à la fin, parce qu'on ne le traitait pas dans les autres présentations. Donc, je vais revenir rapidement sur la définition d'une vascularite et la classification, mais ça va être redondant avec ce qui a été dit avant. Et puis, vous dire quelques mots sur l'épidémiologie, c'est-à-dire comment ça se présente, qui ça touche comme maladie, la fréquence de la maladie, les mécanismes qu'on connaît et comment ça se présente et comment on diagnostique. Donc, les vascularites, c'est de l'inflammation des parois des vaisseaux. Tout type de vaisseaux peuvent être touchés, des artères, des très grosses artères comme l'aorte, qui est la première artère qui sort du corps, jusqu'après des vaisseaux de différents calibres, les gros vaisseaux des bras, des jambes, des tubes digestifs, et puis de petit à petit, les plus petits vaisseaux, jusqu'aux capillaires et aux veines ensuite. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des cellules inflammatoires qui sont dans la paroi du vaisseau, et ces cellules inflammatoires, elles vont épaissir la paroi du vaisseau, et ça peut aller jusqu'à, on va dire, boucher le vaisseau. Ou au contraire, ça peut affaiblir la paroi du vaisseau, du coup la paroi elle va se dilater, ça va former ce qu'on appelle des anévrismes. Cette inflammation dans le vaisseau elle peut former des caillots à l'intérieur, et c'est ça qui va être responsable des symptômes. C'est-à-dire que le vaisseau bouché va moins bien fonctionner, et du coup il va y avoir une souffrance des tissus dans lequel le vaisseau est concerné. C'est-à-dire que s'il y a une souffrance d'un vaisseau du rein, le rein va souffrir, il va moins bien fonctionner. S'il y a une souffrance des vaisseaux du cuir chevelu, on va avoir mal à la tête, par exemple, la maladie de Horton. Donc on va y revenir après. Donc ces vascularites, elles sont classées selon la taille des vaisseaux touchés. Donc quand on parle de maladie de Horton, de maladie de Takahashi, on parle des vascularites des gros calibres. Donc en particulier l'aorte, qui est le gros vaisseau qui naît du cœur, et les artères de gros calibre, donc c'est les principales branches de l'aorte, donc les gros vaisseaux qui a à la racine des bras, à la racine des cuisses, les vaisseaux du cou, et surtout par la maladie de Takahashi également les vaisseaux qui vont au rein ou au tube digestif. Donc pour la maladie de Horton, vous avez à droite le schéma de l'aorte, donc comme vous disiez, gros vaisseau qui est touché, mais en plus vous avez les vaisseaux qui vont à la tête. Donc les carotides et surtout les branches de la carotide externe. Et donc on y reviendra après sur ce schéma pour expliquer les manifestations qu'on peut rencontrer au cours de la maladie de Horton. Donc on l'appelle également artérite à cellules géantes, parce que quand vous avez votre biopsie d'artère temporale au niveau des vaisseaux, ça fait partie du type de cellules inflammatoires qu'on va regarder, qui s'appelle les cellules géantes. La cause est inconnue. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas contagieux, c'est que c'est pas héréditaire. Ça touche les personnes de plus de 50 ans, et plus l'âge augmente, plus la fréquence augmente. Et donc le pic d'incidence, donc le pic de fréquence, il est à 72 ans. En France, on est à 10 cas pour 100 000 habitants. La fréquence, elle augmente au cours du temps. Est-ce que c'est la maladie qui est plus fréquente, ou est-ce que c'est nos moyens diagnostiques qui sont plus précis? C'est difficile à dire. Cette fréquence-là, elle n'est pas la même dans tous les pays. Dans le nord de l'Europe, c'est plus fréquent que ça. Le plus fréquent, c'est en Norvège, où c'est plutôt 30 pour 100 000 habitants. C'est-à-dire que c'est 3 fois plus fréquent dans le nord de l'Europe. Et en Espagne, on est plutôt à 5-6 pour 100 000 habitants. Donc ça nous fait dire qu'il doit y avoir des choses dans l'environnement. Est-ce que c'est des pollutions? Est-ce que c'est l'exposition solaire? Est-ce que c'est des microbes qu'on croise plus ou moins en fonction de la température? Aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire. C'est posé souvent dans la maladie de Horton la responsabilité de certains virus. Donc il y a eu des recherches en regardant sur les biopsies d'artères temporales, est-ce qu'on trouvait certains virus, certains microbes. Alors des fois il y a eu des scoops, on a trouvé tel virus, et ça n'a pas été confirmé par d'autres équipes. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qui la déclenche. Et ça touche plus souvent les femmes, donc c'est 2 à 3 femmes pour un homme. Et ça, quel que soit le pays, c'est la fréquence qu'on retrouve. Donc les mécanismes, donc ça vous avez des coupes de biopsie d'artère temporale. Donc les prélèvements qu'on vous a fait là, c'est ça qu'on regarde après en coupe. Et donc vous avez à gauche la biopsie de quelqu'un de sain qui n'a pas la maladie, et à droite quelqu'un qui a la maladie de Horton. Donc GCA, artérite à cellules géantes. Donc comme ça en anglais, on le dit à l'envers.
Et donc dans une artère, vous avez 3 couches. Donc l'intima, qui est la zone la plus interne, la média et l'adventice. Et une des caractéristiques dans la maille d'Orton, c'est que les trois couches sont touchées. C'est-à-dire que l'intima est plus épaisse, la média est plus épaisse, l'adventice est plus épaisse. Et vous voyez plein de petits points sombres là. Et donc, tout ça, c'est des cellules inflammatoires qui viennent épaissir la paroi du vaisseau. Et donc vous voyez bien que la lumière du vaisseau, le trou à l'intérieur, eh bien, il est réduit et forcément qu'il y a moins de sang qui passe et que ce qui est en aval du vaisseau va souffrir. Autre caractéristique, donc ce qu'on appelle la limitante interne, donc qui est en fait la structure qui sépare la partie interne qui est l'intima et la partie et la média. Donc on voit là cette petite ligne rose, et ben en fait elle disparaît, on la voit plus, la différence. Et donc ça, c'est une des autres caractéristiques qu'on recherche à la biopsie d'artère temporale en faveur de la maladie de Horton. Donc l'atteinte des 3 tuniques de l'artère et la destruction de la limitante interne. C'est 2 des caractéristiques qu'on va rechercher à la biopsie d'artère temporale. Alors sur les mécanismes, la première étape, ça va être l'activation des cellules du système immunitaire. Donc en particulier, c'est ce qu'on appelle les cellules dendritiques qui vont être activées. Et donc ça va démarrer dans la couche externe du vaisseau. Donc au moment de cette activation-là, il n'y a aucun symptôme. Ça, on a découvert que ça se passait comme ça sur des modèles de recherche, notamment sur des souris sur lesquelles on a fait de la recherche. Mais à ce moment-là, le patient, il ne se plaint de rien. Et dans la vraie vie, qu'est-ce qui va activer ces cellules du système immunitaire? On ne le sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'elles sont activées. Et donc, une fois qu'elles vont s'activer, eh ben, elles vont demander à d'autres cellules du système immunitaire de venir dans la paroi du vaisseau. En gros, quand on n'a pas dans une situation normale du fonctionnement du corps humain, ces cellules dendritiques, elles servent à voir qu'il y a un microbe qui nous attaque, par exemple. Donc, par exemple, si vous avez une infection bronchique, les cellules dendritiques dans les bronches, elles vont dire je reconnais un virus, je reconnais une bactérie, et elle va dire à l'aide aux autres cellules du système immunitaire pour qu'elles viennent dans vos bronches, dans vos poumons, pour vous protéger. Donc là, elles s'activent de façon anormale, mais elles viennent appeler à l'aide. Et donc comment elles appellent à l'aide? Elles appellent à l'aide avec des médiateurs, des molécules qu'on appelle les cytokines. Et plus ça va aller, plus il va y avoir de cellules du système immunitaire, parce que quand il y a une infection dans une situation normale, au bout d'un moment, quand le problème est réglé, eh ben, ça revient à la normale. Les cellules disparaissent du tissu, donc si on revient à notre bronchite, les cellules dendritiques vont appeler à l'aide, il va y avoir des cellules qui vont venir guérir l'infection, et une fois que l'infection est guérie, eh ben, ça rentre dans l'ordre. Et là, ben, en fait, comme ça s'emballe, eh ben, ça rentre pas dans l'ordre, et il y a de plus en plus de cellules inflammatoires qui arrivent dans les vaisseaux, qui arrivent à ce qu'on bouffe. Et donc ces cytokines là, c'est quand on arrive à la phase 3 et 4 que les gens commencent à avoir les symptômes de la maladie. Donc c'est-à-dire que c'est déjà bien installé. Et en fait ces cytokines là qui permettent aux cellules du système immunitaire de communiquer entre elles, ce sont les cibles des traitements innovants de la maladie de Horton, dont le professeur Lavigne vous parlera tout à l'heure. La maladie de Takayasu, c'est aussi de cause inconnue, c'est aussi pas contagieux, c'est aussi pas héréditaire. Et la principale différence, c'est l'âge, c'est-à-dire que les gens ont moins de 50 ans, et c'est surtout entre 20 et 40 ans qu'on diagnostique la maladie de Takayasu, et c'est beaucoup plus rare. Donc c'est 3 pour 1 million d'habitants chaque année, et ça va surtout être les manifestations liées à l'atteinte de l'aorte et des gros vaisseaux, et il n'y aura pas les signes céphaliques, donc les signes au niveau de la tête et du cou qu'on peut avoir dans la maladie de Horton. Et il y a d'autres petites différences, par exemple la maladie de Takayasu va volontiers toucher les vaisseaux digestifs et les artères rénales, ce qui va être nettement moins le cas au cours de la maladie de Horton. Mais dans l'absolu, ça peut être très difficile de faire la différence entre une maladie de Horton et une maladie de Takayasu chez un patient qui aura autour de 50 ans. Donc les manifestations cliniques, donc il y a ce qui est commun à toutes les vascularites, comme on disait tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle médicalement les signes généraux, c'est le fait d'être fatigué, d'être pas bien, de ne pas avoir d'appétit, de perdre du poids. Et parfois ça peut se limiter à ça, et ne pas avoir d'autres symptômes, et c'est souvent quand il n'y a pas d'autres symptômes que ça peut traîner plus longtemps.
Donc quand on dit fatigue, ça peut vraiment être une fatigue intense. C'est pas juste j'ai un petit coup de mou, ça peut être épuisé, perdre 1, 2, 10, 15, 20 kilos, et tant qu'on n'arrêtera pas la maladie, qu'on ne la diagnostiquera pas, qu'on la traitera pas, ça va continuer de s'aggraver. Et donc sur la prise de sang, ce qui est commun avec toutes les vascularites, c'est la présence d'un syndrome inflammatoire. Donc c'est l'augmentation de la CRP, et donc c'est ce qu'on suit régulièrement sur vos prises de sang. Il y a aussi l'AVS, qui est un marqueur plus ancien, mais qu'on peut faire aussi. Il y a d'autres marqueurs de l'inflammation qu'on peut utiliser, par exemple le fibrinogen. Donc l'atteinte, les manifestations cliniques, celles qui sont liées à l'atteinte de l'aorte et de ses branches, c'est surtout dans l'atteinte maladie de Takayasu qu'on a ces signes-là. Ils sont aussi possibles au cours de la maladie de Horton. Donc si ça va toucher les branches qui vont aux jambes, eh ben on va avoir ce qu'on appelle une claudication, des douleurs à la jambe quand on marche. Et donc on va être obligé de s'arrêter pour faire stopper la douleur. Donc ça c'est exactement les mêmes symptômes que vont présenter les gens qui ont ce qu'on appelle de l'artérite, qui est lié au cholestérol. En fait on a la même chose qui peut survenir de façon brutale à cause de la maladie de Horton. Et puis médicalement, on va voir qu'il y a les poux qui disparaissent quand le médecin les cherche. Il ne trouve plus les poux au niveau des pieds, au niveau du genou. Et si le vaisseau se bouge complètement, eh ben on peut même avoir des ulcères. C'est-à-dire qu'il y a tellement plus de sang qui arrive à la peau qu'il va y avoir une plaie qui se forme. Et tant qu'on ne débouche pas le vaisseau, pour parler vulgairement, ben ça ne va pas cicatriser. Donc là, les atteintes digestives ou rénales, ça concerne surtout la maladie de Takayasu. Donc on va avoir le même mécanisme, c'est-à-dire qu'au travail, ça va faire mal. Donc pour les jambes, c'est à la marche, et pour le tube digestif, le travail, c'est la digestion. Donc on va avoir des douleurs abdominales après les repas. Et à l'extrême, en fait, le tube digestif fonctionne tellement mal au repas qu'on peut avoir de la diarrhée, éventuellement du sang dans les diarrhées. Et il peut également y avoir des atteintes des artères rénales qui vont se manifester par l'hypertension et l'insuffisance rénale. Donc ça, ces signes-là rénaux, les signes rénaux, on ne les retrouve pas au cours de la maladie de Horton, c'est la maladie de Takayasu. Les atteintes digestives, elle est beaucoup plus fréquente pour la maladie de Takayasu. On a également peut avoir une atteinte au niveau des artères des bras. Donc la même chose, ça peut abolir un pouls que le médecin va retrouver. Donc l'autre nom de la maladie de Takayasu, c'est la maladie des femmes sans pouls. Notamment par cette atteinte-là. Ça peut donner une différence de pression entre les deux bras, parce que si ça bouche le vaisseau d'un bras et pas de l'autre, les pressions vont être différentes entre les deux bras. Et de la même manière, on va avoir les douleurs qui sont liées à l'activité, c'est-à-dire que pour les jambes c'est la marche, et ben là ça va être le fait d'étendre son linge, de faire du ménage, de porter des choses qui vont donner des douleurs dans les bras, qui vont se stopper une fois qu'on va arrêter. Il peut également y avoir des phénomènes de rénaux, donc le fait d'avoir les doigts qui changent de couleur au froid, qui deviennent tout blancs, tout bleus. Donc ça, c'est les différents signes qui sont liés à l'atteinte des gros vaisseaux. Donc on peut les mettre en évidence grâce à certains des symptômes, mais il y a aussi des examens d'imagerie. Et donc là, c'est ce que vous avez l'image d'un TEP scanner, que certains ont dû avoir. Et donc là, on voit bien le trajet du vaisseau, on voit l'aorte, là, le gros vaisseau là, qui redescend, et les artères des jambes, les artères des bras. Et ça, normalement, sur un TEP scanner normal, on ne voit pas du tout ça. On n'est pas censé les voir, ces vaisseaux-là. Et donc ça signe qu'il y a de l'inflammation dans la paroi des vaisseaux. Donc après, il y a le contexte, parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent donner ça. Mais ça signe qu'il y a de l'inflammation dans la paroi des gros vaisseaux, parce que le TEP scanner, normalement, il n'y a pas tout ça. Donc après, l'atteinte liée au vaisseau de la tête, donc là par contre on est surtout dans les signes de la maladie de Horton et quasiment pas du tout dans la maladie de Takayasu. Donc là on voit sur le dessin les artères qui arrivent au cuir chevelu, et donc c'est l'atteinte de ces vaisseaux-là qui va être responsable de maux de tête. Donc ça les maux de tête de la maladie de Horton, ce qu'on appelle médicalement mal de tête, on dit céphalée dans le langage médical, elles sont inhabituelles. C'est pas le mal de tête qu'on a eu, comme ça touche les gens de plus de 50 ans, des mal de tête, vous en avez eu dans votre vie. Ben là, la maladie de Horton, elle est beaucoup plus intense. Elle va pas s'améliorer au cours du temps, elle va faire mal la nuit, elle va réveiller au milieu de la nuit. Il va également y avoir des douleurs du cuir chevelu, ce qu'on appelle médicalement l'hyperesthésie du cuir chevelu, donc c'est-à-dire une hypersensibilité du cuir chevelu.
Le fait de passer la main dans les cheveux, de se peigner, va donner des douleurs, des sensations anormales sur le cuir chevelu. À l'extrême, il peut y avoir également des plaies au niveau du cuir chevelu, mais ça maintenant ça existe quasiment plus parce qu'on fait le diagnostic avant. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Si. Moi j'en ai jamais vu des plaies du cuir chevelu. Je me permettrai pas. Et donc on voit aussi qu'il y a les vaisseaux qui arrivent à la mâchoire, et donc comme pour la marche, comme pour l'activité des bras, on va avoir des douleurs à la mâchoire au moment des repas. Donc ce qu'on appelle la claudication de la mâchoire. Donc finalement, on a de la claudication de tous les vaisseaux qui peuvent être touchés par la maladie finalement. Alors là, je triche parce que techniquement, c'est pas exactement ce vaisseau-là qui est touché, mais il y a également les artères qui vont au niveau des yeux. Et donc ça, c'est vraiment la complication la plus importante de la maladie d'Orton parce qu'elle peut donner des signes qui sont irréversibles. Et donc ça va donner des troubles visuels qui peuvent être variés. Donc une vision double, une vision anormale, des troubles qui sont initialement fluctuants et qui vont évoluer jusqu'à la perte de vision qui peut être complète. Et donc le but vraiment important, c'est de diagnostiquer une maladie d'Orton avant qu'il y ait ces troubles visuels et de prévenir cette atteinte. Et si elle atteinte d'un œil, de traiter pour que l'autre œil ne soit pas touché. Donc c'est vraiment l'urgence quand on a des signes visuels. Et parfois, il peut arriver que dans une situation de maladie d'Orton, on démarre un traitement et qu'après on se dise non, en fait, on s'est trompé, on arrête la cortisone, mais dans le doute, il vaut mieux démarrer. Parce que après, souvent, une fois que la perte visuelle s'est installée, on récupère pas, ou le plus souvent, on ne récupère pas ou très mal. Il y a d'autres symptômes, notamment ce qu'on appelle la pseudopolyarthrite rhizomyélique, que je vais pas détailler, parce que le professeur Bouvard en parlera tout à l'heure. Donc qui sont des douleurs musculaires, articulaires, périarticulaires, la région des épaules, donc des douleurs au niveau des épaules, des bras, du cou, au contraire au niveau de la ceinture pelvienne, le bas du dos, les fesses, les cuisses. Donc comment on fait le diagnostic d'une maladie d'Orton ? Il faut avoir un mélange de ces différents symptômes-là. Alors plus il y en a, plus c'est facile à diagnostiquer pour le docteur. Il y a un patient de 70 ans qui a des troubles visuels, qui a mal à la tête, qui a perdu du poids. C'est plus facile que s'il a juste la fatigue au tout début. Et donc il faut avoir associé à ces symptômes-là des examens positifs. Donc déjà de l'inflammation sur la prise de sang, même si c'est pas exactement à 100%, la majeure partie du temps il y a la CRP qui sera augmentée. La biopsie d'artère temporale positif, ou sur des examens d'imagerie comme le TEP scanner que je vous ai montré tout à l'heure, mais il y en a d'autres qu'on peut utiliser. Le simple scanner, théoriquement l'angio-IRM, mais à Angers pas l'angio-IRM, pour des raisons d'accès à l'examen, ou le Doppler de l'artère temporale. Donc, par une simple échographie, on peut voir l'inflammation sur le vaisseau, qui est le même que celui qu'on biopsie. Donc parfois, aucun de ces examens n'est positif. Ça peut arriver, parce que, comme je vous ai dit, le plus souvent, c'est les signes qui vont à la tête, et le TEP scanner permet de voir les gros vaisseaux. Donc je vous ai dit que le plus souvent, c'était surtout les signes à la tête. Donc le scanner, l'IRM, le TEP scanner, dans ce cas-là, ils sont normaux. Et l'atteinte à la biopsie d'artère temporale, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle est segmentaire, c'est-à-dire que c'est pas toute l'artère qui est touchée, c'est des petits bouts de l'artère. Et si on fait une biopsie qui concerne pas les petits bouts touchés par l'inflammation, elle peut être négative, alors qu'il y a bien la maladie. Alors comment on fait dans cette situation-là? Si les signes sont vraiment évocateurs, qu'on n'a pas d'argument pour une autre maladie, on peut démarrer le traitement, et la maladie d'Orton, elle répond très bien à la cortisone. Donc déjà, si les signes qu'on pensait être liés à la maladie d'Orton ne répondent pas à la cortisone, c'est qu'on s'est trompé, il y a autre chose. Mais dans cette situation-là, il faut vraiment être vigilant, le médecin, en cas d'évolution inhabituelle. Parce que comme on n'a pas la certitude du diagnostic, si jamais à un moment ça se passe pas comme d'habitude, qu'il y a des signes qu'on voit pas dans la maladie d'Orton, que ça répond pas assez bien au traitement, il faut savoir revenir en arrière parce qu'on n'avait pas la certitude. Si on a la biopsie d'artère temporale positive, on sait qu'il y a bien une maladie d'Orton. Donc le suivi, habituellement les signes cliniques ils disparaissent dans les quelques jours après l'introduction du traitement, donc de la corticothérapie, et le syndrome inflammatoire se normalise très vite. Donc classiquement la CRP se normalise en 1 à 3 semaines,
Et la VS et le fibrinogène qui sont des marqueurs plus lents, on peut mettre un peu plus de temps, mais en règle, dans le premier mois, l'inflammation rentre dans l'ordre. Une consultation, donc selon le PNDS, donc le document en référence de l'HS, il faut que les gens soient vus tous les mois dans les 3 premiers mois. Nous souvent on les voit à 1 mois et demi, et après ça va plutôt être de façon trimestrielle. Donc au bout de 3 mois dans le PNDS, c'est trimestriel. Et puis plus ça va aller, quand les choses vont s'améliorer, on va espacer le suivi. Et évidemment, en cas de récidive de symptômes, on va rapprocher, revoir les gens. Donc qu'est-ce qu'on voit au cours de ces consultations? On vérifie que les symptômes de la maladie ont bien disparu. Et après, au cours du suivi, on vérifie qu'il n'y en a pas de nouveaux qui apparaissent. Et on va suivre de façon mensuelle les marqueurs inflammatoires, donc les mêmes que tout à l'heure, la CRP surtout. Mais on peut aussi utiliser l'AVS ou le fibrinogène. Et comme on a dit que c'était une maladie qui pouvait toucher l'aorte, l'aorte, quand elle est touchée, elle peut se dilater, former un anévrisme. Et aujourd'hui, c'est pas bien codifié cette anévrisme de l'aorte, cette dilatation de l'aorte, à quelle fréquence il faut le surveiller. Donc, ce qui est recommandé dans le PNDS, c'est de faire un scanner 2 à 5 ans après le diagnostic. Probablement que s'il y a une atteinte dès le diagnostic, il faut le faire à 2 ans. Et que s'il n'y a pas d'atteinte au diagnostic, on peut le faire autour de 5 ans. Merci de votre attention.